Donc, bonjour tout le monde. On va regarder l'algorithme du simplex et la méthode mathématique qu'on va utiliser pour faire l'optimisation de euh, fonctions linéaires. Donc, pour être capable de travailler avec l'algorithme du simplex, bon, il y a l'énoncé de travail qu'on va aller regarder par la suite, mais on va commencer avec euh, un premier PDF qui est un extrait d'un livre qui va expliquer l'algorithme du simplex. Puis après ça, on va regarder les différentes représentations des d'autres sites d'aide qui peuvent vous aider pour regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que le principe de l'algorithme du simplex, ça va être pour maximiser un système d'équations. Fait que le principe fondamental, c'est si on a un problème qui ressemble à ça ici. Donc, j'ai un problème d'optimisation linéaire. Ça veut dire que j'ai une série d'équations. OK? Donc, admettons ici, je peux aller acheter à certaines compagnies, mais il y a des prix minimum qu'il faut que j'aille. Donc, puis moi, je vais être capable de revendre ces produits-là à un certain prix. Je veux savoir quel produit je veux acheter de telle compagnie pour être capable de maximiser mes profits. Donc, on a un système d'équations linéaires avec différentes contraintes. Puis, on a une fonction de maximisation qu'on veut être capable de maximiser. Donc, on veut trouver le x1 et x2 qui va me donner la plus grande valeur avec les différentes contraintes. Il y a différentes manières de résoudre ces problèmes-là. Là, nous, on va utiliser une méthode qui va nous permettre d'automatiser le problème, en fait, d'informatiser l'algorithme pour résoudre ça avec un ordinateur. Donc, le principe initial, c'est qu'il va falloir transformer notre système d'équations en tableau du simplex. Fait que le principe, je l'ai sur un autre petit élément. Donc, on a ici la série d'équations à représenter. Puis, pour être capable de travailler avec notre algorithme, il va falloir avoir une représentation dans ce qu'on appelle le tableau du simplex. Donc, premièrement, il va y avoir les différentes équations qui vont venir être représentées dans le tableau directement. Donc, on peut voir ici qu'on a le x1, x2, donc 3, 1, qui sont ici. On a le 1 fois x1, 2 fois x2, 1 fois x1, 2 fois x2. On a le moins 2x1, 2x2, moins 2x1, 2x2. Puis on a ici les différentes contraintes qui sont toutes des plus petits ou égales. Donc, on a ici la représentation du plus petit ou égal, puis la valeur directement ici. On a ensuite la représentation de la maximisation. Là, ici, je n'irai pas trop dans les détails mathématiques, mais il faut inverser la fonction de maximisation. Donc, on veut avoir ici un fois moins 1 à toute cette affaire-là. Là. Donc, ça nous donne moins 4x1, moins 12x2. Puis, en bas à droite ici, on va avoir en fait la valeur z qu'on essaye de maximiser pour l'instant. Comment est-ce que ça va se passer pour être capable de résoudre ce système d'équations-là? On va ajouter ce qu'on appelle des variables de slack. Donc, ici, on a pour chaque équation, on va avoir une variable de slack qui va être mise à 1. OK? Fait qu'ici, on a un S1 à 1 pour notre première, un S2 à 1 pour notre deuxième, un S3 à 1 pour notre troisième. En gros, ici, c'est ce qu'on appelle une matrice d'identité. Okay? Donc, avec des 1 dans la diagonale. Si on avait plus d'équations, ben, on aurait plus de 1 dans la diagonale de chacun. Finalement, on a une dernière colonne qui est utilisée pour d'autres types d'algorithmes, qui est la colonne Z.
Fait qu'en fait, nous autres, dans notre problème, elle ne change jamais cette colonne-là. Fait que pour toute notre implémentation, vous allez voir dans quelques exemples, cette colonne-là, en fait, on la bypass et on fait juste pas l'utiliser. Fait que notre but, toujours, c'est d'être capable de trouver le X1 puis le X2 maximum en respectant ces contraintes-là. Si on va regarder qu'est-ce que ça donne, là, pour se donner une idée graphique des choses, là, si on a juste deux variables X1 et X2, on est capable de représenter ça dans un plan cartésien. L'algorithme du simplex est capable de travailler avec une infinité de variables, mais avec deux, c'est intéressant parce qu'on peut aller regarder la représentation graphique de cet élément-là. On va aller regarder la représentation graphique, puis on va voir qu'est-ce que l'algorithme du simplex essaye de faire. Et ensuite, on va revenir pour voir c'est quoi les étapes de cet élément-là. Donc, on a ici la même chose qu'on avait parlé. On a un problème d'optimisation. Okay, on veut maximiser avec des valeurs 40 x 1, 30 x 2. Puis on a ici différentes équations avec différentes contraintes. On veut premièrement faire un système initial qui va avoir les valeurs de slack à 1 pour chacun, qui me donne mon tableau initial, okay, avec mes différentes valeurs de mes équations initiales. Donc, on a le 1,2, on a le 1,1 qui est ici, et on a le 3,2 qui est ici. On a l'inversion de notre maximisation dans notre dernière ligne. Puis après ça, on a les différentes contraintes qui sont dans les équations du côté droite de mon tableau. Ce que ça représente, ce système d'équations-là, on est capable de l'avoir dans une représentation graphique ici parce qu'on a un X1 puis un X2. Fait que si on le représente d'une manière graphique, ça peut ressembler à ça. Donc le principe ici, c'est qu'on veut une maximisation des valeurs de X1 puis X2, puis on veut que X1 puis X2 soient positifs, parce qu'admettons ici, on se dit, je vais être capable de trouver la valeur maximum d'acheter quelque chose, je ne peux pas négativement acheter les choses. Fait que le principe, c'est qu'on a un X1 puis un X2, puis à l'intérieur, on va avoir les différentes contraintes. Donc ici, on avait 3 équations. Fait qu'on va avoir ici 3 équations linéaires qui vont mettre des contraintes à mon problème. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, mon X1 puis mon X2 peut avoir n'importe quelle de ces valeurs-là. Puis pour chacune de ces valeurs-là, j'ai un P qui est relié. Fait que le principe, c'est habituellement sur un des points pour des équations linéaires. C'est un sur des points d'inflexion, okay, un des points des différentes coupures dans le graphique qui va avoir le meilleur résultat. Là, ici, on a une première méthode là, que nous, on n'implémentera pas, là, mais c'est une méthode graphique, justement, où c'est que tu regardes juste chacun des points. Puis, pour chacun des points avec X1 puis X2 à 0, ça me donne 0. Avec X1 puis X2 à 8, okay, avec le X2 à 8, ça me donne 240. Avec, dans l'autre sens, avec le X1 0, ça me donne 320 ici. Je peux voir en fait que mon meilleur, là, c'est avec 6 et 3, là, le point J, qui me donnerait le meilleur à 330. Le principe, c'est que pour que l'algorithme soit ce qu'on dit faisable, les différentes variables de slack doivent être tous positives. Okay? Donc, c'est une définition de la représentation. Derrière, il y a d'autres mathématiques là, que nous, on ne verra pas en détail. Mais le principe, c'est que tant que c'est faisable, on est capable de calculer et le trouver. Le principe de l'algorithme du simplex, ça va être de partir de cet élément-là, puis de se promener sur les différents points pour essayer d'aller vers le maximum. Fait que le principe, c'est que on va faire une sélection d'éléments puis une représentation à l'intérieur. On peut voir quand on gagne, quand on s'en va par là, c'est 40 par unité, quand on s'en va, c'est par 30. Fait qu'on va essayer d'aller par là pour voir c'est quoi
le meilleur gain possible jusqu'au prochain point d'inflexion. Fait que le principe, c'est que ça va être un processus itératif qui va me permettre de me positionner sur un des points d'inflexion. Puis à partir de ces points d'inflexion-là, je vais être capable de décider est-ce que je peux aller vers un autre point d'inflexion pour encore maximiser mes gains. Fait que à chaque point, il va y avoir une espèce d'itération derrière, puis on va aller plus haut, aller chercher un autre point derrière, puis à un certain point, on va pouvoir indiquer de manière mathématique, ça c'est mon meilleur point, puis derrière, on va trouver la meilleure valeur pour maximiser. Fait que on sait qu'est-ce qu'on veut faire. On veut maximiser un système d'équations linéaires. On va parcourir les différentes contraintes pour essayer de trouver le point spécifique qui est le meilleur dans notre système d'équations. Pour être capable de faire ça, on va travailler avec ce qu'on appelle des pivots. Oui. Exactement là. C'est ici, il y a comme plein de points d'inflexion aussi qu'il y a des croisements, puis il y en a un là-dedans qui va être le meilleur. On pourrait toutes les calculer, mais c'est long et fastidieux. On a un algorithme qui se promène sur le contour, puis qui va automatiquement trouver le meilleur pour nous. C'est ça le principe de la méthode du simplex. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être capable de faire ça? Pourquoi j'ai représenté la méthode graphique, c'est que c'est pas clair. Pourquoi est-ce que l'algorithme réussit à faire ça? Donc, je n'irai pas dans la preuve mathématique derrière, mais les étapes nous apportent vers notre solution. Donc, le principe, c'est qu'il va falloir modifier notre tableau. Donc, en gardant les relations d'égalité, on va vouloir changer les valeurs à l'intérieur du tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va sélectionner une case spécifique sur laquelle on va faire un pivot des éléments. Donc, pour faire le pivot, on va en jaser dans quelques instants. La première chose qu'il va falloir faire, c'est trouver la case spécifique sur laquelle faire le pivot. Donc, pour faire un pivot, il va falloir premièrement sélectionner la colonne sur laquelle on veut faire le pivot. Donc, si on veut faire un pivot sur une colonne spécifique, il faut sélectionner la bonne colonne. Pour sélectionner la bonne colonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la dernière ligne, puis on va aller prendre la valeur la plus négative, donc la plus basse de notre dernière ligne. Ça va nous sélectionner la colonne qu'on va utiliser. Une fois qu'on a sélectionné la colonne, il va falloir aller sélectionner la ligne spécifique de cette colonne-là. Fait que pour sélectionner la ligne sur laquelle on va pivoter, puis qui va sélectionner en fait ultimement la case spécifique sur laquelle on va pivoter, il va falloir calculer des ratios de chacune des lignes. Fait que pour trouver le ratio de chacune ligne, on va prendre l'élément de la colonne de droite complète, puis on va le diviser par rapport à la valeur de la colonne sélectionnée. Fait qu'on avait sélectionné la colonne X2, fait qu'il faut que je trouve les ratios de chacun des éléments. Donc ici, le pivot peut seulement être dans notre première partie du tableau en haut à gauche. Là. Donc ici, on va faire le 180 sur 1, on va faire le 100 sur 2, on va faire le 40 sur 2. Ça me donne 3 ratios. Je vais prendre le ratio le plus bas, mais qui est positif. Donc, on va voir plus tard que ça se peut qu'on ait des ratios négatifs. On ne veut pas les prendre, on veut seulement les ratios qui sont positifs. Fait que dans ce cas-là, on a 180, on a 50, on a 20. Fait que c'est celui-là qui est le plus petit positif. Fait que ça fait en sorte que c'est cet élément-là qui va être sélectionné. Fait que, comme j'ai dit, ça se passe par itération. On va faire des pivots. Pour faire un pivot, il faut sélectionner l'élément. Pour sélectionner l'élément, on sélectionne en premier la colonne en choisissant la valeur la plus basse sur la dernière ligne. Et après ça, de cette colonne-là,
on trouve le ratio sur chacune des lignes en prenant la valeur de droite sur la valeur de la colonne sélectionnée courante. Puis on sélectionne la ligne qui a le plus petit ratio, mais qui est positif. Et dans cet exemple ici, on a cet élément-là qui va être l'élément sur lequel je fais le pivot. Ensuite, maintenant que j'ai trouvé sur quel élément je fais le pivot, il va falloir faire le pivot. Pour faire le pivot, ça va se passer encore une fois en 2 étapes. La première étape, ça va être de pivoter la ligne sur laquelle je suis. Puis ensuite, on va pivoter les autres lignes autour. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? La ligne, doit se transformer pour être capable d'avoir un 1 sur l'élément sur lequel je veux faire un pivot. Et si je regarde ici, cette ligne-là doit passer de 2 ici à 1. Pour être capable de faire ça, c'est sûr, tu peux juste ici faire des multiplications sur chacun des éléments ou des divisions, là. Donc, pour passer à 1, il faut que je divise par 2 cet élément-là. Maintenant, il va falloir que je prenne chacune des éléments de la ligne. Puis, il va falloir que je divise par 2 chacun des éléments. Notre ligne devient moins 1, 1, une demi, 20. Donc, on a divisé par 2 tous les éléments pour, encore une fois, avoir l'élément de pivot à 1. Une fois que j'ai cet élément de pivot à 1 là, il va falloir que je modifie les autres lignes en utilisant une multiplication de la ligne que je viens de travailler. Puis le but de ce que je veux avoir, c'est sur chacune des lignes, je vais vouloir avoir un 0 dans les autres éléments de la colonne sélectionnée. Le but du pivot, c'est de faire en sorte que notre élément devienne 1. Pour que notre élément devienne 1, il faut modifier la ligne. Puis on veut que le restant de la colonne devienne des 0. Pour être capable de faire ça, on va le multiplier par chacune des lignes. Ici, on va faire un exemple, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour être capable de faire ça, on veut prendre cet élément-là, puis cet élément-là, il faut qu'il devienne 1. Il faut qu'il devienne 0. Pour qu'il devienne 0, il va falloir que je soustrais une fois cette ligne-là. Donc, le principe, c'est qu'il va falloir soustraire des lignes sélectionnées, là, de la ligne 3, avec la ligne que je veux modifier. Donc, on se donne des exemples. Pour bien comprendre, c'est comme la partie la plus complexe. Pour celui-là, il va falloir que je soustrais une fois ici pour que ça me donne 0. Puis ça fait en sorte que chacun des autres éléments vont être soustraits à son tour à chacun des colonnes correspondantes. En soustrayant à ma première ligne la ligne 3, donc je prends ma première ligne, je soustrais la ligne 3, ça me donne ma nouvelle ligne 1. Ben, ça va faire 3 moins moins 1, donc ça me donne 4. 1 moins 1, ça me donne 0. 1 moins 0, ça me donne 1. 0 moins 0, ça me donne 0. 0 moins 1 demi, ça me donne moins 1 demi. Puis 180 moins 20, ça me donne 160. Donc encore une fois, le but, c'est d'avoir cette ligne-là à 0. Ben, cet élément-là à 0. Puis pour avoir cet élément-là à 0, il faut soustraire une multiplication de la ligne sélectionnée, dans ce cas-ci de ligne 3. On peut aussi avoir d'autres variations. Là. Pour ma deuxième ligne, j'en ai 2. Il va falloir aller chercher chacun des éléments
mais multiplié par la bonne valeur. Ici, il va falloir enlever 2 fois la ligne 3. Hein, fait qu'ici, ça va être R2 moins 2 fois R3 pour me donner mon nouveau R2. Row, ici R, c'est pour row, c'est pour ligne, la ligne 2. Donc, je fais 2 fois, moins 2 fois moins 1. Hein, fait que ça fait plus 2. Donc, ça me donne 3. 2 moins 2 fois 1, ça me donne mon 0. 0, 0, ça donne 0. 1 moins 0 fois quelque chose, ça me donne 0. Après ça, ici, on a le 0 moins 2 fois une demi. Fait que ça me donne moins 1. Puis après ça, on a le 100 moins 2 fois 20, hein, donc moins 40, qui me donne le 60. Il faut le faire aussi pour notre dernière ligne. Donc, pour celui-là, il va falloir, à la place de soustraire, il va falloir additionner à la ligne. Puis, il faut le faire 12 fois, hein, parce que c'est notre valeur qui est ici. On veut additionner 12 fois notre ligne sélectionnée, dans ce cas c'est la ligne 3, à notre ligne 4. Ça fait la ligne 4 plus 12 fois la ligne 3, ça nous donne notre nouvelle ligne 4. Donc, comment est-ce que ça y va? On a 12 fois moins 1, ça me donne moins 12. Fait que j'additionne moins 4 plus moins 12, ça me donne moins 16. On a le plus 12, hein, 1 fois 12, ça me donne le 0 que je voulais. Ici, j'ai déjà des 0, j'ai déjà des 0. Je multiplie par quelque chose. Ici, ça va me donner 12 fois une demi, donc 6, plus 0, ça me donne 6. Puis après ça, j'ai 12 fois 20, plus 0, ça me donne 240. Fait que ça me donne le tableau, OK, avec une valeur courante de 240. Pour savoir si je suis à mon maximum, le principe, c'est il faut que toutes les valeurs du bas soient positives. Et tant qu'il reste du stock négatif ici, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire mon algorithme pour être capable de représenter, encore une fois, un autre pivot de mon tableau. Fait que on a besoin de refaire le pivot parce qu'on n'a pas encore terminé. Pour être capable de le faire, donc il faut encore une fois sélectionner l'élément. Donc, sélectionner l'élément, c'est la première partie qu'on a faite tantôt. Ça se passe en deux étapes. Quand on commence, il faut sélectionner la colonne. On sélectionne la colonne qui est la plus petite. Donc, la colonne qui est la plus petite en ce moment, c'est le moins 16. Puis, une fois qu'on a cet élément-là, il faut trouver le ratio de toutes mes autres lignes. Donc, le ratio des autres lignes, c'est notre élément de droite divisé par la valeur sur la ligne de la colonne sélectionnée. Fait que ça nous donne 3 ratios. Une fois qu'on a les 3 ratios, il faut sélectionner le meilleur ratio. Le meilleur ratio, c'est le plus petit ratio positif. Donc, je ne prends pas celui-là, il est négatif. C'est lui le ratio le plus petit positif. Fait que ça fait en sorte que mon élément de pivot, ça va être le 3, OK, qui est dans mon équation. Fait que là, ici, pour refaire le pivot, c'est les mêmes étapes que j'avais faites préalablement. Donc, je vais vouloir transformer ma ligne en élément, que l'élément devienne 1 en utilisant des multiplications ou des divisions. Fait ici, pour avoir 1, il faut que je divise par 3. Fait que je divise par 3 chacun des éléments de la ligne. Puis ensuite, je veux avoir chacun des autres lignes de ma colonne à 0. Donc, pour être capable de faire ça, il faut que je
soustrais 4 fois cette colonne-là. Il faut que j'additionne ma ligne. Puis il faut que j'additionne 16 fois la ligne ici. Donc, on a les opérations. Je ne refais pas au complet. Mais le principe, c'est qu'on a à la fin les différents éléments qui vont me permettre d'avoir en bas toutes les valeurs positives. Puis quand j'ai toutes les valeurs positives, ça me permet de savoir que j'ai résolu mon système d'équations. La dernière chose, maintenant que j'ai le tableau de simplex puis que j'ai le système d'équations de fait, il va falloir que je trouve c'est quoi la valeur de x puis c'est quoi la valeur de les différents x, ou en tout cas les différentes variables que j'avais dans mon élément initial. Fait que pour être capable de savoir c'est quoi les différentes variables, c'est quoi les différentes valeurs à aller rechercher, il faut que je regarde dans la partie de ma matrice, je vais avoir dans mes deux colonnes juste deux éléments qui vont être directement à 1 automatiquement. OK? Donc, à ce point-là, je sais que mon x1 est représenté par cette ligne-là. Donc, mon x1 est à 20, puis mon x2, il est à 40. Puis, ça me donne le 560, okay, qui est en fait ma solution optimale de mon problème. Fait que, on a la possibilité de faire ces calculs-là. Puis là, ici, donc, on a fait 2 fois le pivot jusqu'à temps qu'on aille la ligne d'en bas qui était complètement positive, mais ça se peut que ça prenne plus de fois que ça. Ça va dépendre de comment le problème a besoin d'être optimisé. Fait que ça, c'était notre première version de la problématique, quand tout va bien, puis il n'y a pas de problème. Okay? Donc, le principe, c'est la version basic, c'est quand on a un problème de maximisation et quand toutes les opérations sont des contraintes plus petites ou égales. Mais on peut avoir des problèmes de maximisation ou de minimisation, puis ça se peut qu'on ait des contraintes qui sont différentes. Donc, si on n'a pas un problème de base, on va avoir quelques modifications à faire. Donc, on va aller voir ici, il y a d'autres exemples en passant, là, si vous voulez aller voir comment le faire, puis le pratiquer pour être certain de bien comprendre la partie calcul de la chose. Ici. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on a un problème avec des contraintes mixtes. Donc, qu'est-ce qui arrive si on a un problème de minimisation? Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas des plus petits? Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Bon, premièrement, pour minimiser à la place de maximiser, ça, c'est assez facile. Si je veux minimiser, je peux maximiser l'inverse. OK? L'inverse avec une multiplication de fois moins 1. Là. Et si je veux minimiser, mettons 2x1 moins 3x2, je peux maximiser moins 2x1, 3x2. Fait que ça fait en sorte que j'ai juste à comme inverser l'équation, puis ça me permet de travailler avec directement sans problème. Fait que pour celui-là, c'est assez facile. Pour être capable d'avoir des contraintes plus grandes ou égales, parce que nous autres, on disait que c'était plus petit ou égal. Donc, si c'est plus grand ou égal, c'est assez facile. On a juste à mettre moins 1. Parce que ça change mathématiquement, là, c'est la même chose. On a juste à multiplier tout par moins 1, puis ça change le signe de bord. Pour une égalité, ben là, ce qu'il va falloir faire, ça va être en fait de remplacer l'équation d'égalité par deux contraintes. Une de plus grande et ou égale et une de plus petite ou égale. En ayant ces deux contraintes-là en même temps, ça me fait la même chose que l'égalité. Parce que si je dis qu'il faut que ça soit plus grand ou égal à 5, et il faut en même temps que ça soit plus petit ou égal à 5, ben je peux juste avoir 5. Donc, si on regarde le principe, si j'ai une égalité, il va falloir que je le remplace par deux équations équivalentes.
Puis, quand j'ai le plus grand, ben lui va être ensuite multiplié par -1 pour juste avoir des plus petits ou égales. La patente qui peut arriver, par exemple, c'est quand je vais travailler puis avoir fait des -1 partout. Ça se peut que, initialement, j'aille des valeurs à droite qui sont négatives. Donc, si, quand je commence, j'ai des valeurs négatives à droite, je vais devoir faire une première phase, ce qu'on va appeler la phase 1 du problème, avant de s'engager dans le problème standard qu'on va appeler la phase 2. Fait que quand j'ai cet élément-là, il va falloir que j'aille une phase 1. Puis dans la phase 1, je vais faire des pivots sur la ligne qui est négative. Puis après ça, donc je sélectionne directement la ligne en premier. Puis en prenant ensuite la valeur négative, la plus petite valeur du restant de la ligne comme étant élément de pivot. Donc quand je commence mon système d'équation, une première phase qui regarde est-ce qu'à droite j'ai des valeurs négatives. Si oui, il faut que je change ça. Il va falloir que je fasse des pivots sur cette ligne-là. Puis quand je sélectionne la ligne pour ensuite sélectionner la colonne, donc là c'est l'inverse, c'est la ligne en premier et la colonne en deuxième, j'utilise la plus petite valeur, qui doit être une valeur négative. Fait que je dois pivoter sur celui-là. Fait que c'est le même principe que d'habitude. Je veux que celui-là devienne devienne 1 en faisant une multiplication. Fait que là, je vais faire fois -5. En faisant fois -5, ça change mes éléments. On voit que ma partie à la fin va devenir positive. Puis à partir de là, il va falloir que j'aille changer les deux autres lignes pour les mettre à 0. Encore une fois, en utilisant la même méthode qu'on avait faite auparavant. Fait que une fois que dans ma première phase, j'ai tous mes éléments qui sont positifs, je peux ensuite aller derrière puis faire ma phase 2 comme on avait fait tantôt. Donc la phase 2, c'est une fois que j'ai un problème qu'on dit simple. Puis avant ça, ben, ça va être à nous de configurer les équations pour que ça fonctionne correctement. Donc, encore une fois, si vous voulez aller travailler le principe, il y a des exemples qui vous permettent de clarifier vos éléments. Si vous allez voir aussi sur le site, j'ai un autre site d'exemple qui permet d'avoir des exemples de des différentes étapes. Si vous voulez avoir une version plus compacte. Donc, on a le principe de voici l'exemple standard, où c'est que j'ai une maximisation avec juste des plus petits ou égales. J'ai besoin de créer mon tableau de simplex. On peut voir ici que lui, il omet tout de suite la dernière colonne qu'on appelle la colonne Z. Puis, une fois qu'on a ça, il faut sélectionner l'élément de pivot. On sélectionne la plus petite colonne à partir de la dernière ligne. Ensuite, on calcule les ratios de chacun. En trouvant le bon ratio, on trouve notre élément de pivot. Puis, une fois que j'ai mon élément de pivot, je suis capable de le transformer, premièrement, en modifiant la ligne, puis ensuite en modifiant le restant des lignes de la même colonne. Puis, à partir de là, je peux trouver une nouvelle version, tant qu'il me reste des éléments négatifs dans ma dernière ligne. Je n'ai pas terminé. Fait que je refais le même principe. Je trouve l'élément sur lequel je fais le pivot. Je fais le pivot de la ligne. Je fais le pivot de la colonne. Puis une fois que j'ai tous mes éléments qui sont positifs, je vais avoir la valeur finale de maximisation. Puis pour trouver mon x puis mes différents x que je recherche, on va voir dans les lignes où j'ai un 1 pour aller voir la valeur qui vient avec.
C'est ça qu'on va programmer dans notre algorithme du simplex. J'ai une question de Rach. Ce qu'on veut faire, c'est prendre la plus petite. Puis s'il y en a deux fois qui est ici, donc c'est une bonne question, là. Donc ici, si à droite, au début, on a plusieurs valeurs négatives, on essaie de prendre la plus petite. S'il y en a deux qui sont de la même valeur, ben, tu fais juste prendre n'importe quel des deux. La solution va tomber sur la même chose. OK. Fait que on a le principe mathématique. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'énoncé de travail. Donc, premièrement, hein, le principe de l'énoncé reste le même. Donc, on a la représentation du problème. Là, je n'ai pas tout réexpliqué hein, parce que je vous fournis un livre, un extrait de livre juste pour faciliter la chose. Ici, on va avoir une simplification syntaxique des éléments. Là. Donc, on a notre tableau du simplex, puis on va avoir la partie A, la partie B, la partie C, comme ça on pourra facilement jaser de certaines parties à l'intérieur. On va voir aujourd'hui le principe de fichier externe. Nous, comment est-ce qu'on va avoir les différentes équations? Ça va être avec un fichier. Donc, c'est un fichier qui va contenir les différentes équations. Ici, je pense que j'ai un exemple. Fait que, on peut avoir un fichier d'équation, puis on va avoir on va être capable de lire ce fichier-là, puis de automatiquement construire le système d'équations à partir de ce fichier-là. Donc, on va voir comment lire des choses, on va être capable de lire les équations, les modifier pour qu'il y ait la bonne version, puis après ça, on va être capable de résoudre en utilisant l'algorithme de simplex. Encore une fois, on a des fonctions à implémenter, donc même principe avec ceux-là, on a la description de la fonction, la liste des paramètres, le renvoi, okay, des exemples d'appels. Ici, on a aussi la taille, puisqu'on commence à travailler avec des tableaux. Donc, on va voir ici ici, c'est M par N. Donc, ici, ça indique que c'est un tableau de plusieurs dimensions. Puis, sinon, des fois, ça va être des 1 par N. Donc, ça indique que c'est un tableau de une dimension. Encore une fois, on a le même principe. On a de la validation qui va être demandée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à... Je pense que, encore une fois, on a les différentes versions. OK. Puis, par contre, on a des objectifs additionnels qui sont un peu différents de ce qu'on a fait dans le premier travail pratique. Premièrement, on va vous demander, bon, les fonctions, ça reste pareil, on te demande des éléments, mais vous devrez créer vos propres tests. Donc, on a vu comment créer des fichiers de tests hein, avec les fonctions assert à l'intérieur. Puis même dans les tests que je vous ai fournis dans le premier travail pratique, il y avait des tests à l'intérieur qui étaient juste des assert à l'intérieur. Donc, vous pouvez vous baser sur ces tests-là. Le principe, c'est que pour toutes les fonctions qui n'ont pas de saisie puis pas d'affichage, okay? Fait que juste les fonctions qui ont des paramètres d'entrée puis des retours, je veux que vous fassiez non seulement le fichier de fonction, mais que vous fassiez un fichier de test qui va tester les fonctionnalités. Pour ces fichiers de tests-là, je vous demande d'implémenter chacun des tests que je vous donne dans l'énoncé. Donc, mettons pour cette fonction-là, je veux avoir au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tests. Donc, chacune des éléments disponibles. Et, en plus, je veux que vous créez 2 tests okay, pertinents additionnels pour chacune des fonctions testées. Donc, pour chacune des fonctions qui a juste des paramètres d'entrée et juste des retours, vous devez implémenter les tests qui sont donnés en exemple et ajouter 2 tests de votre propre cru
à l'intérieur. Ensuite, on va vous demander d'utiliser des constantes. Donc, le principe, c'est que des fois, il y a certains éléments qui sont dictés de manière complètement arbitraire. Donc, les chiffres arbitraires devront être sauvegardés dans des constantes. Et ce qu'on va vous demander ici, c'est de faire des fonctions constantes. Donc, que la fonction fait juste retourner l'élément. Puis que ça soit tout à l'intérieur d'un même dossier pour qu'on puisse travailler avec facilement et rapidement. Dernière chose, on va aussi travailler sur le concept de modularité du projet. Donc, je vais vous demander, donc pour le TP1, on avait tout dans le même dossier. Là, je vais vouloir que vous ayez un dossier de TP2, puis dans le dossier de TP2, il va y avoir plusieurs sous-dossiers pour certaines parties des algorithmes. Donc, vous devez créer des dossiers puis mettre des fonctions dans chacun des dossiers. Puis c'est à vous de décider quel dossier est nommé comment, puis quelles fonctions vont à l'intérieur de quoi. Donc, si on travaille sur le principe de contextualisation, donc il faut découper le problème en différents contextes, puis mettre ça dans différents dossiers. Donc, il y a déjà un dossier de constante que je vous donne. Sûrement qu'il va y avoir un dossier, mettons, pour une phase 1, un dossier pour une phase 2, un dossier pour des fonctions utilitaires, un dossier pour l'algorithme principal. Donc, je vous laisse essayer de penser à ça. Donc, le principe ici, c'est que non seulement la fonctionnalité va être évaluée, mais il va aussi avoir la construction de vos tests qui va faire partie de la fonctionnalité, puis aussi l'arborescence que vous donnez à votre programme. Finalement, sur Moodle, vous avez une activité de choix de groupe. Donc, il faut refaire les groupes. Puis, pour ce TP2-là, surtout parce que après l'intra, des fois, il y a des pertes de membres, puis il y a des reconstructions d'équipes possibles à faire. Vous pouvez monter jusqu'à 5 personnes par équipe. Donc, je m'attends à ce que ça soit fait entre 3 et 5 personnes. Ça devrait être des bons montants pour être capable de compléter le travail à temps. Et ça fait le tour de qu'est-ce qu'on a besoin de voir avec le deuxième travail pratique.